Bien, bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme d'algèbre homologique. Alors, j'avoue que ça fait très longtemps qu'on a enregistré la dernière vidéo d'algèbre homologique. Ça peut peut-être faire déjà un an ou presque. Et donc, nous allons faire la suite. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de commencer sur les foncteurs représentables. Ce sont des foncteurs extrêmement importants et nous allons voir comment représenter un foncteur. À quel moment un foncteur est représenté par un objet. Ces foncteurs sont extrêmement importants. Ils jouent un rôle crucial dans certaines parties de mathématiques, notamment en géométrie algébrique. Et donc, nous allons beaucoup faire d'exemples en géométrie algébrique. Donc, nous allons commencer par quelques exemples phares, mais nous allons beaucoup toucher des exemples en géométrie algébrique. L'idée était même d'aller jusqu'au foncteur de Hilbert pour voir un peu il y a un foncteur qu'on appelle foncteur de Hilbert, et ce foncteur est représenté par un objet extrêmement important qu'on appelle schéma de Hilbert. Et ça, c'est un élément qui joue un rôle clé dans la théorie de déformation. Je ne sais pas si on va arriver à cet exemple-là, mais l'idée est d'y arriver. Donc, nous allons commencer par les foncteurs les plus élémentaires. Nous allons parler des foncteurs ohm. Donc, l'idée est de montrer l'importance du foncteur ohm. Très souvent, on écrit ohm, 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 mais en fait, ce foncteur-là, c'est la clé de la représentabilité d'un foncteur. Donc, un foncteur va être représentable lorsqu'il sera isomorphe à un foncteur de la forme ohm. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons beaucoup manipuler les foncteurs ohm. Et le foncteur ohm décrit les morphismes entre des objets. Et donc, l'idée de cette vidéo est d'essayer de comprendre un peu les morphismes entre les différents objets qu'on aura. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais partager mon écran. Ok, alors, on va parler de foncteurs représentables. Les foncteurs qui sont représentables. Ok. Alors, donc ici, je rappelle qu'un foncteur, pour définir un foncteur, f, nous avons besoin de deux objets, de deux catégories plutôt. Donc, C est une catégorie, et notre ensemble d'arrivée sera la catégorie des ensembles, qu'on va appeler set comme ça. Et donc, soit x, un objet, je peux aussi mettre comme ça, ob de C, pour dire que x est un objet de C. Alors, on dit que le foncteur f, on dit que f est représentable par x, si le foncteur f appliqué à un objet quelconque ici est isomorphe à ohm. Donc ici, les objets sont lancés de, de x à cet élément-là. Voilà. Et ça, c'est le cas covariant, hein. Ça, c'est quand le foncteur est covariant. Maintenant, pour un foncteur contravariant, f va être noté, partira de C op. Alors, C op, c'est la catégorie opposée de C, et nous avons déjà étudié cette catégorie. C'est la catégorie où les objets sont les mêmes objets que C, mais les morphismes, donc si dans C, le morphisme va de X à Y, dans C op, le morphisme partira de Y à X en fait. Et ici, il est représenté par X si F, comme ceci, est isomorphe à ohm. Donc, pour la représentabilité des foncteurs, il est important de comprendre ces deux-là. Celui-ci,
il faut bien le manipuler. Celui-ci aussi, il faut bien le manipuler, savoir ce que c'est. Alors, lui, c'est un foncteur qui est covariant. Lui, c'est un foncteur qui est contravariant. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, cas covariant, si j'ai, par exemple, un morphisme f de x, disons, de peut-être de x1 à x2 dans C, alors ici, le morphisme homme qui est covariant, ce morphisme-là va être défini à partir de homme de x à x1, de x à x2. Et pour tout, puisque ici, nous avons déjà un morphisme qui va de x1, x2 ici, ce qui est intéressant. Donc, pour tout morphisme qu'on prendra ici, laisse-moi dire G, donc le G que j'ai ici part de x1, pardon, de x à x1. Je veux définir, donc quand j'ai un morphisme qui va de x à x1, quand j'applique ici, là, je vais donc mettre f, hein, je vais mettre f. Donc, quand j'applique ohm de ceci à ce G-là, je dois construire quelque chose qui va de x à x2. Mais en fait, la stratégie pour construire ce truc est de savoir qu'en fait, il manque un objet ici qui s'appelle x1. Donc, x1 qui est là. Et par hypothèse, j'ai un morphisme qui va de x1 à x2. Ça, je l'ai. Et j'ai un morphisme ici qui va de x à x1. Ça aussi, je l'ai. Qui est G. Donc, pour construire ce morphisme qui est ici, j'ai juste besoin de faire ça. Donc, c'est la composition, en fait. C'est f en G. Voilà. Donc, désormais, je dois garder en tête que lorsque j'ai un morphisme qui va de f à y, pas de stress. Le home, c'est covariant, donc ça applique juste de façon, tu appliques le foncteur, si tu appliques le foncteur là-bas, ce que tu prends là, tu feras la composition avec le f que tu avais au départ. Terminé. Mais dans le cas contravariant, pour le cas contravariant, nous partons toujours ici de x1 là, à x2 qui est notre f. Nous voulons définir le home qui est comme ça, où le x est là. Donc, lui, c'est un foncteur contravariant. Ça veut dire que si on l'applique à ce morphisme-là, les flèches doivent être renversées. Ça veut donc dire que le home, si je mets f ici, partira de home, c'est de x2, x à home, x1, x, parce qu'il est contravariant. Et donc, lorsque je prends un x2 ici, à x, un morphisme, oh oh, ce que j'obtiens, c'est quelque chose que je veux construire qui va aller de x1 à x. Et la meilleure stratégie pour construire ce qui va de x1 à x est d'ajouter l'objet qui manque. Et l'objet qui manque s'appelle x2 ici. Et je sais que j'ai un morphisme qui va de x1 à x2, donc je l'ai. C'est mon f qui est là. Je sais aussi que entre x2 à x, j'ai g qui est là. Et donc, ça va être la composition g rang f. Et donc, vous vous rendez compte que les deux compositions, c'est vrai que les deux covariants, contravariants dans une composition, mais les deux compositions ne vont pas dans le même ordre. Il y en a qui composent F et G, F à G, l'autre qui prend G à F. Donc, il faut regarder un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça que je dois comprendre ces deux morphismes-là, qui sont représentables. Alors, on va donner l'exemple d'un foncteur représentable. Alors, exemple, je vais parler du produit. Le produit définit un foncteur représentable.
Le produit définit un foncteur représentable. Alors, comment je fais? Je vais prendre x et x' ici, deux objets de la catégorie C. Je vais donc prendre deux objets de la catégorie C et je sais par définition que le produit de ces deux objets-là, c'est un objet qui s'appelle xx', qui s'accompagne de deux morphismes, x1, x ici, qui est pi1, donc une projection, une autre projection qui est x' ici, qui est pi2. Et ceci doit vérifier la propriété universelle. Ce qui signifie que si j'ai un autre morphisme ici, que je vais appeler par exemple y, un objet y qui vient avec deux morphismes ici encore, j'appelle ça par exemple f1 et f2, alors il va devoir exister un morphisme unique qui partira de y à x ici et qui fera commutander ces deux diagrammes. C'est ça, ça c'est unique, carrément, le morphisme qui est là. C'est ça la définition du produit. Et si le produit existe dans la catégorie C, nous allons montrer qu'en fait, euh, le foncteur, dans le foncteur f, qui a tout y, envoie à ohm yx croix ohm de yx' est représentable. Pour le voir, ou encore pour le montrer, il nous suffit de montrer que, donc ici, on est en train de nous dire que f, ça c'est f de y. Notre foncteur f est défini par f de y qui est ce produit. Alors, donc, on nous dit que ce foncteur est représentable. Cela signifie que on est en train de nous dire que ce foncteur-là, f, est isomorphe à un foncteur de la forme ohm de quelque chose ici, et x croix x', en fait. En quelque sorte, c'est ça qu'on nous dit, en fait. Donc, on est en train de nous dire que le foncteur produit, en fait, ce foncteur-là représente le foncteur produit, l'objet produit plutôt, le produit. Donc, le foncteur qui a y associé à ceci représente le foncteur produit. Donc, pour le montrer, il nous faut montrer qu'en fait, pour tout y que l'on prend dans C, nous avons un isomorphisme. Donc, l'application psi de y qui va de ohm, ou encore j'enlève le y, nous voulons montrer que psi qui va de ohm de ceci, x croix x', à ohm c de x croix ohm x' est un isomorphisme. C'est ça que je dois montrer. Et là, pour montrer que ce map-là, ou bien ce morphisme est un isomorphisme, il y a une notion qu'on va devoir définir. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Ici, nous avons, ça c'est un foncteur. Lui aussi, c'est un foncteur. Produit de deux foncteurs, c'est un foncteur. Donc, nous avons un morphisme de foncteurs. Et un morphisme de foncteurs, si j'ai f et g, deux foncteurs, définir un morphisme entre eux, ce morphisme a un nom qu'on appelle transformation naturelle. Donc, avant de venir faire la preuve d'ici, je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'une transformation naturelle.
Transformation naturelle. En fait, je vais donc prendre f et g, deux foncteurs qui vont de C à D. Donc C à D, C et D sont deux objets, deux catégories, pardon. Alors, on dira que H de F à G est une transformation naturelle, est une transformation naturelle, et on note souvent comme ceci, H, F, on met deux flèches comme ceci, on met G. Si, alors, c'est une transformation naturelle si pour tout objet X que je prends dans C, Hx de Fx à Gx est un morphisme dans D. Donc, quel que soit l'objet que je prends, c'est un morphisme dans D. Maintenant, quel que soit le morphisme X, Y que je prends dans C, le morphisme induit un diagramme qui va être, parce que ici, là, nous avons Fx, nous avons F de Y, ça va être FF, dans le cas où c'est covariant. Nous allons ici prendre F de Y, nous allons ici prendre G de Y, c'est ça. G de X, pardon, donc G de Y. Ici, ça définit G de Y, G de F comme ça. Et ici, là, c'est Hx qui va de Fx à G de X, comme ceci. Donc là, c'est Hx. Là, c'est Hy. En fait, je n'ai pas envie d'utiliser Hx et Hy parce que le H, là, bon, ok, c'est pas grave. Sinon, mais il y a une autre notion importante dans ce cours-là qui est réservée normalement à H. Donc, je n'ai pas envie de confondre les choses, mais c'est pas grave. Donc, ça doit être ça doit commuter. Ça veut dire que la composition, en fait, faire ceci, c'est la même chose que faire ça. C'est-à-dire que Hx rang f de f, c'est la même chose que Gf rang h de x. Ça, c'est h de y. H de y. Voilà. Donc, ça là, ça rend égal à ça. Voilà. Donc, une transformation naturelle, c'est ça. Donc, lorsque je commence à définir un morphisme en deux foncteurs, ce morphisme a un nom, ça s'appelle une transformation naturelle. Donc, quand j'applique à n'importe quel objet, j'ai un morphisme en D. Quand j'applique à un morphisme, j'ai un diagramme qui commute. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que dans le cas que nous avons ici, nous avons nous voulons définir un morphisme ici et montrer que c'est une bijection en fait. Donc, lorsque je vais définir ce morphisme et montrer que c'est une bijection, je vais devoir montrer que c'est une transformation naturelle aussi pour que c'est un sens en fait. Donc, je dois regarder la naturalité sur Y. Donc, nous allons aller pas à pas. Donc, ici, revenons à notre cas. Notre phi est définie par de ohm x croix x'. Nous voulons définir un morphisme ici. Ohm x x'.
Donc, si j'applique un Y ici, ce que je vais avoir, c'est Y qui sera là, c'est Y qui sera là, et c'est Y qui sera là. Maintenant, comment je le définis? Lorsque je prends un morphisme qui va de Y dans X', lui, il va donner quoi? Alors, n'oublions pas que lorsque hein, c'est juste une façon de comprendre comment est-ce que je peux définir le morphisme ici. Lorsque j'ai un F qui va ici, je dois savoir que le F qui va de Y à celui-ci induit un morphisme qui va de Y à X. Et comment il induit ça? Ici, j'ai la première projection pi1 qui tombe dans X. Et donc, si je fais la composition avec pi1 ici, pi1 rang F me donne quelque chose qui va de Y à X. Donc ici, je vais mettre pi1 rang F. Et ici, je vais mettre pi2 rang F. C'est comme ça que j'ai défini le morphisme, en fait. Et l'idée est de montrer que cette application-là est bijective, en fait. Donc, je vais devoir regarder, définir l'inverse et montrer que la composition donne l'identité. Pour l'inverse, je vais prendre phi ici, qui partira de ohm, x, croix, à ohm. Donc, l'idée est maintenant de construire, si je pars d'un y ici, par exemple, supposons que j'ai un y là, un y là, un y là. Comment je construis un morphisme en prenant, ici j'ai y à x, ici j'ai y à x', j'appelle ça f1, j'appelle ça f2. Comment, avec ça, je peux obtenir un map, un morphisme qui va de y à x croix x'? Ça, c'est vraiment la définition du produit juste que je vais appliquer, rien d'autre que ça. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais voir, pour construire un morphisme entre les deux là, tout ce que je sais, si j'ai... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai mon Y qui va dans X ici, qui est F1. J'ai mon Y qui va dans X' ici, qui est F2. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a le produit qui existe. Le produit, c'est ce monsieur qui est là, X croix X', qui vient toujours avec deux morphismes. Le pi1 est envoyé là-bas, le pi2 est envoyé ici. Et fait commuter ce diagramme. Enfin, puisque le produit est là, donc s'il y a un autre morphisme qui est là, il existe un morphisme unique qui est ici. Et ce morphisme a fait commuter le diagramme. Ça veut dire que le morphisme qui est ici existe bien. C'est celui qui est là, que je vais appeler peut-être F1, F2. Donc, je vais appeler ce truc-là par F1, F2 comme ça. Mais ce F1, F2 a une règle, c'est que quand je fais la composition ici, pi 1 avec ça, ça me donne F1. Quand je fais euh, pi2 avec ça, ça me donne F2. C'est-à-dire que si je fais pi1, 2, F1, F2, ça me donne F1. Si je mets pi2 de F1, F2, ça me donne F2. C'est ça la définition. Et donc, montrer que ceci définit une bijection, je vais donc regarder si je prends de Y composé par l'U de Y, qu'est-ce que ça me donne? Alors, l'U de Y me permet de prendre F1, F2. Donc, quand j'applique F1, F2 ici, bon, je vais avoir donc celui qui est là. Ici, je vais avoir F1, F2.
Et lui, on a vu que par définition du premier là, il donne pi un rang ce que je prends au départ là-bas. Donc, ça me donne ici pi un rang celui qui est là, f1, f2, pi 2 rang f1, f2. Et on vient de voir ici que pi un rang ceci, c'est f1, pi 2 rang ceci, c'est f2. Donc, il n'y a pas de problème. Ça me donne f1 et f2. Terminé. Donc, j'ai l'identité. OK? Maintenant, inversement, quand je prends celui qui est là, rang ce monsieur qui est ici, j'applique à un certain f. Je vais donc avoir lui. Ce monsieur appliqué à f me donne pi 1 rang f et pi 2 rang f. Et lui appliqué à celui qui est là me donne pi 1. Mhm. C'est ça? Me donne euh, pi. Alors, il ne faudrait pas que je me mette à raconter tout et n'importe quoi. Donc, quand nous avons un morphisme qui est là, nous avons pi 1 f, pi 2 f. OK. Ouais, c'est ça. Euh, lui, il donne, voilà, c'est ça. Pi 1 rang f, pi 2 rang f. C'est ça, non? Alors, nous avons ici pi 1. Je me suis embrouillé. Je suis en train de faire lui rend lui. Donc, je commence par lui. Il donne celui qui est là. Et une fois qu'on a ça, ça donne celui qui est là. Mais ils sont tels que quand il donne celui qui est là, quand tu le prends par pi E1, quand tu le prends par pi 1, du premier, il te donne celui qui est là. Attends. Euh, oh, j'ai ceci. Et il faut montrer que ça, c'est égal à f. C'est ça? Et ça, puis un. Attendez. Faudrait pas qu'on s'embrouille ici. Donc, lui, le f là est défini d'où à d'où? Le f là est défini euh, de y à x croix x1. Eh bien voilà! Oh. Le f est défini de y à x croix x1. Le y est défini de y à x croix x1. Et ici, tu as x ici qui est pi 1. Donc, ce que tu recherches, c'est pi 1 rang f qui va de là à là. C'est ça. Maintenant, euh, l'autre ici, ok, je comprends. L'autre va être quoi? L'autre aussi va aller de l'autre côté là-bas. Ensuite, sur les deux, on va appliquer. Sur les deux, on applique phi qui donne carrément ce qui est là, ok? Mais ça vérifie. Pi 1 rend celui qui est là égal à f1. Pi 2 rend celui qui est là égal à f2. OK. Donc, nous avons ceci, mais ça doit vérifier. Ça doit vérifier pi 1 rend
Celui qui est là, donc rang. Donc pi 1 de pi 1 rang F, pi 2 rang F doit être égal à pi 1 rang F. Doit être égal à pi 1 rang F. Et pi 2 de pi 1 rang F, pi 2 rang F doit être égal à pi 2 rang F. Pi 1, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire quoi? Que ça, c'est égal à F? Ça veut dire que ça, c'est égal à F. Est-ce qu'il n'y a pas la propriété de l'unicité que je vais utiliser ici pour comprendre ça? Oh, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, en fait, il y a l'unicité qui doit être utilisée. En fait, ce map-là n'est rien d'autre qu'égal à F. Ça, c'est égal à F. Pourquoi? Parce que nous avons le produit. Nous avons le produit. En fait, ici, dans la logique du produit, nous avons ça. Pi croix pi prime dans X, dans Y, dans X prime, pi 1 ici. Nous avons pi 2 ici. Nous avons Y qui est là. Et ici, donc, il y a l'unicité ici. Ce Y, ce map qui va de Y à F est unique et qui fait commiter. Il est unique qui fait commiter le diagramme, en fait. Donc, ici, là, c'est pi 1. Donc, le seul map qui fait que pi 1 rend celui-ci te donne celui qui est là et que pi 2 rend celui qui est là te donne celui qui est là, c'est lui et il est unique, en fait. Et donc, ici, nous avons dans notre logique, nous avons euh, celui qui est ici, c'est pi 1 rang F. Celui qui est là, c'est pi 2 rang F. Donc, ici, on se rend compte que le seul map, on se rend compte que le fait que pi 1 rend celui qui est là soit égal à celui-ci, et que pi 2 rend celui qui est là soit égal à celui-ci, me confirme que lui, il est égal à lui parce qu'en fait, lui, il est unique. C'est-à-dire que le F là est unique avec cette propriété-là. Le F est unique avec la propriété de faire commuter ce diagramme-là, en fait. Où pi 1 rend celui qui est là, te donne le map qui est ici. Il n'y a que le F qui a ça. Donc, le fait que F est ça, lui aussi, il est égal à ça par unicité de F. On a F égale à pi 1 rang F et pi 2 rang F. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça confirme un peu. Aïe. Donc, ça confirme que nous avons l'identité ici, hein. C'est-à-dire que celui qui est là rend celui-ci n'est rien d'autre que F, en fait. Donc, nous avons la bijection des deux côtés. Nous avons montré, enfin, nous avons euh, l'inverse de l'autre des deux côtés. Nous avons montré que nous avons bien une bijection. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme le map, l'application est une transformation naturelle, il faut montrer la naturalité sur Y. C'est-à-dire que prendre quelque chose, un morphisme U, qui va de Z à Y, et montrer que le home de Z, X croix X'
montrer qu'on a une transformation naturelle, quoi. Donc, montrer que ce diagramme la commute. Le home de Zx, Zx' à home. Les foncteurs sont contravariants dans les flèches vont dans l'autre sens. Et ici, on a ceci de Z. Ici, on a ceci de Y. Bon, cette application-là n'est pas difficile parce que nous avons la composition. On va avoir quelque chose ici qui va composer. C'est ça, composé par U parce que, oui, par le U qui est là. Et ici, on va avoir quelque chose composé U, quelque chose composé U. Et donc, la composition, lui, rend lui, Y ici, lui, rend lui, va être égal à lui, rend lui. Et ça, c'est un calcul direct. Je le laisse en exercice. Voilà. Donc, on vient de voir que le produit dans le foncteur F qui envoie tout objet, qui envoie tout objet à home X, croix home X', est représentable par le produit X, croix X'. Exercice. Ça, je le laisse. On va faire la même chose pour le coproduit. Exercice pour le coproduit. Faites la même chose pour définir un foncteur représentable sur le coproduit. Je rappelle juste que le coproduit est défini. Pour définir le coproduit de x et x', on note, c'est un objet x et x' comme ça. Cet objet vient avec deux morphismes. Donc, je vais le noter ici. X croix x, enfin comme ceci. Il vient avec deux morphismes. Il y a un qui s'appelle x. Il y a un autre qui s'appelle x'. Et on nous dit que si vous avez un autre morphisme qui est z ici, et que ce z-là s'accompagne encore de deux morphismes qui sont là, alors il existe un morphisme unique qui va partir de ce monsieur-là, à lui, et qui fera commuter ce diagramme-là, en fait. Donc, l'exercice que je laisse est un exercice qui, dont l'objectif principal sera de faire exactement la même chose faite sur le produit, de trouver un foncteur représentable sur l'autre. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie, en fait, ou bien un deuxième exemple, nous dit que tout objet, donc si C est un foncteur, oh là là, est une catégorie, j'allais dire, est une catégorie, alors tout objet X de C est représenté par le foncteur Hx. Voilà. Et Hx, c'est quel foncteur? Bon, le H d'ici est différent du H qu'on a vu là-bas, hein. Hx est un foncteur qui partira donc de C ou C op, j'aime bien C op, moi, à 7. Donc, c'est un foncteur contravariant qui est défini pour tout
y que vous avez ici, c'est ça. Donc, quel que soit l'objet que vous avez, x, à partir de cet objet, vous pouvez définir un foncteur qui sera le foncteur hx, et ce foncteur sera représentable par cet objet-là. Et notre objectif dans cette partie est d'essayer de comprendre lorsque la catégorie de départ est spécifique, dans le cas de la géométrie algébrique par exemple, si c'est une catégorie des schémas, comprendre un peu ces morphismes-là. Alors, donc, nous allons essayer un peu de travailler de la catégorie des schémas. C égale à scheme. On va être noté comme ça. Alors, c'est quoi un schéma? Je vais expliquer un peu ce que c'est qu'un objet ici, un schéma. Alors, soit R, un anneau commutatif, disons même un euh, et domaine. Donc, il est intègre, voilà. Nous allons définir le spectre de R. Le spectre de R va être l'ensemble de tous les idéaux premiers qu'il y a dans R. Donc, c'est tout idéal P que l'on prend dans R, tel que P est un idéal premier. C'est ça qu'on appelle par le spectre de R. Dans le spectre de R, c'est l'ensemble de tous les idéaux premiers de R. Donc, mais ce spectre-là a une structure d'espace topologique. C'est un espace topologique. Ça veut donc dire quoi? Pour tout anneau intègre que j'ai, je peux définir un espace topologique. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je veux comprendre un peu, si c'est un espace topologique, qui sont les ouverts et qui sont les fermés? Donc, on va commencer par les fermés. Les fermés, donc mon X ici devient l'espace topologique qui est ici où R est un anneau intègre. Le spectre, l'ensemble des idéaux premiers que je prends ici. Je vais donc prendre pour tout idéal I de R, je vais définir un ensemble qu'on va appeler par V de I. Et V de I va être l'ensemble des idéaux premiers de R qui contiennent ce I-là. Et cet ensemble-là est un fermé de X. Donc, en quelque sorte, pour cette topologie-là, pour cette topologie, cet espace topologique, un fermé, si je vous dis que F est fermé, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il existe un idéal I de R tel que F est de la forme V de I. C'est ça. Les fermés de cet espace topologique sont comme ça. Nous allons maintenant regarder les ouverts. Les ouverts, ici, en fait, on les prend comme étant les complémentaires des fermés, simplement. Donc, complémentaires des fermés. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Dire que O est un ouvert signifie qu'il existe un idéal tel que O soit de la forme, bon, je mets X ici, privé de V de I. Donc, si votre I est engendré par des polynômes ou bien par des FI, avec un I qui appartient à un ensemble I ici, ça veut dire que votre V de I ici peut être regardé comme, euh, en fait, dans votre I ici peut être regardé comme la réunion, si vous voulez, hein,
de ces FI, quoi. Un peu comme ça. Ou encore comme ça. Donc, en fait, le V de I, là, sera l'intersection de V de chacun de I. Donc, si vous avez X privé de l'intersection de V de FI, en fait. Et donc, ça veut dire que vous avez la réunion, pardon. Ça veut dire que vous avez la réunion de chaque XI à V de FI. Et celui qui est là, le complémentaire de chaque XI ici, va être appelé D de FI. Et ça, c'est un ouvert. En fait, nous avons dans la réunion des D de FI. Et ça, c'est un ouvert qu'on appelle en anglais distinguished open subset. Distinguished open subset. Donc, on se rend compte que tout ouvert est réunion des éléments de la forme D de FI. En fait, les D de FI là forment une base de la topologie sur X. Donc, tout ouvert, donc tout fermé se définit par un idéal. On prend le V d'un idéal, c'est ça le fermé. Et tout ouvert peut s'écrire comme réunion des DFI. Donc, pour comprendre la topologie qu'il y a ici, il est nécessaire juste de comprendre les DFI là, voir un peu les propriétés qui sont liées à ces DFI, parce que pour tout autre ouvert, ça sera juste la généralisation. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de cette topologie-là? Pourquoi j'ai parlé de X égale à spectre? Ben parce qu'en fait, lui, c'est ce qu'on appelle par un schéma affine, affine scheme. Il est de cette forme-là. Maintenant, de façon générale, c'est quoi un schéma? What is a scheme? En fait, dire que X est un schéma signifie qu'il existe un recouvrement UI des ouverts tel que X est recouvert par les UI et chaque UI est de la forme spectre de RI en fait. Donc, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est qu'un schéma de façon naturelle est recouvert par des schémas affines. C'est ça en fait. Localement, c'est un schéma affine. Et donc, moi ici, je vais maintenant travailler, essayer de comprendre ce foncteur-là, mais où ma catégorie C, en fait, je vais prendre ma catégorie C, qui ne sera plus n'importe quel foncteur, catégorie, mais ça sera la catégorie des schémas. Donc ici, je prends X, un schéma, et le HX part de cette catégorie des schémas à la catégorie des ensembles. Ce qui signifie que quand j'ai un schéma Y ici, il m'envoie oh, oh, à la catégorie des schémas de Y à X. Et l'idée maintenant est de comprendre ce morphisme-là pour des schémas. Et donc, nous allons essayer de regarder un peu les différents types de cas que nous pouvons avoir. Alors, le premier cas sera le cas affine. Un schéma affine, on a vu que c'est le spectre de quelque chose. Mais en fait, moi, je veux regarder l'espace affine A1 ou encore A1 comme ça de cas. Alors, n'oublions pas que A1 de cas ici, ça va juste être le spectre
lorsque l'anneau R, c'est l'anneau KX. Lorsque l'anneau R, c'est l'anneau KX, le spectre de K est noté A1 et ça s'appelle affine line, la droite affine. Je vais donc essayer de regarder ce foncteur-là, A1. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand j'ai un schéma ici, donc quand j'ai X ici, et Y, pardon, ici, ça, ça me donne le morphisme de schéma qui quitte Y à A1K. Et A1K, c'est le spectre de KX. OK, il y a deux possibilités ici. La possibilité 1 est que notre Y là, comment je peux expliquer ça? Je peux l'expliquer de façon naturelle. Je peux l'expliquer de façon naturelle. Euh, bon, c'est pas grave, on avance. OK, c'est pas grave. En fait, si notre Y est de la forme, le spectre d'un monsieur qui s'appelle R, alors ici, ça veut dire que notre A1K de Y n'est rien d'autre qu'un morphisme du spectre de R dans le spectre de KX. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le spectre est un foncteur contravariant. Donc, un morphisme d'ici est défini par un morphisme qui va de KX à R. Quand vous avez un morphisme qui va de KX à R, si vous prenez le spectre, ça va partir du spectre de R à spectre de celui-ci. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que ça là, c'est isomorphe au morphisme de K algèbre, de KX à R. C'est ça. Maintenant, de façon générale, Y est général. Donc, c'est un faisceau, et c'est pas un faisceau, j'allais dire, c'est un schéma naturel, général, quoi. J'ai celui-là, Y à A1, donc au spectre de KX. Et ça va être isomorphe toujours dans le cas ohm du cas algèbre de celui-là qui sera KX, à qui nous allons prendre une algèbre qui correspond à un schéma. Et l'algèbre qui correspond à un schéma, c'est l'algèbre des sections. H0 de Y à OY. Bon, les sections, il y en a qui notent ça comme ça aussi, hein. C'est à vous de voir la notation que vous. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que je peux comprendre ce morphisme-là. C'est-à-dire que quand j'ai un morphisme qui quitte de KX à l'algèbre des sections, ici, il faut comprendre que ce morphisme-là dépendra de ce X qui est ici. Et donc, à tout X ici,
va correspondre une section qui va de Y à EY ici. Donc, X va être envoyé à une section ici. Donc, toute combinaison linéaire de X ici sera, en quelque sorte, puisque les éléments ici seront, ça c'est engendré par X, ici doit être engendré par l'ensemble des sections qu'elle a, en fait. Donc, en quelque sorte, on est en train de me dire que ça, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des sections qu'elle a. C'est ça. Et donc, si l'on prend Y dans le cas général, donc ça, cette logique peut être généralisée en prenant H de AN, K à Y. Ça va être isomorphe à H0 de Y ou de Y, N fois le N qui est là en fait. Ça, c'est le cas affine. Maintenant, c'est le cas projectif qui est beaucoup plus intéressant. Cas projectif. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu, si nous avons un corps K, ce que c'est l'espace projectif. L'espace projectif, c'est de prendre les n plus un tuplés de ce cas-là et on retire 0. On retire 0, 0, 0, 0 et on va diviser par une relation d'équivalence. La relation d'équivalence dira la chose suivante. Si j'ai un A0, un AN, j'ai ici B0 à BN. Les deux là sont en relation. S'il existe un C, que je prends dans cas étoile, tel que euh, A0 jusqu'à AN est égal à CB0 jusqu'à CBN. Voilà, c'est ça. Donc, deux N plus un uplets sont équivalents, donc sont en relation, s'il existe un élément non nul tel que l'un et le, donc c'est comme c'est collinéaire, quoi, le projet de l'autre. Donc, les éléments d'un espace projectif vont être les classes d'équivalence de la forme A0 et AN. Et donc, il est important de comprendre qu'un élément de la forme 0, 0, 0, 0, lui là, c'est pas intéressant, c'est pas, ça n'appartient pas à l'espace projectif parce qu'on enlève 0, 0, 0. Maintenant, l'espace, dans le cas des schémas, l'espace projectif, en fait, est représenté par l'anneau x0, xn. Mais on va prendre l'ensemble des idéaux premiers qui sont homogènes. Et l'ensemble des idéaux premiers qui sont homogènes, à cause de l'homogénéité, de l'autre côté là-bas, on n'a pas besoin de l'homogénéité, mais ici, on a besoin de l'homogénéité. Donc, ici, on parle de proche. On va noter proche au lieu du spectre. Donc, le proche va être l'ensemble des idéaux premiers qui sont homogènes dans l'ensemble qui est ici. Notre objectif est de voir maintenant, de comprendre H de PNK. Lorsque j'ai un Y ici, je veux comprendre le home là, la représentation là, je veux comprendre lorsque j'ai le scheme, j'ai un schéma ici qui va dans PNK. Qu'est-ce que ça donne? Et là, pour cela, c'est très intéressant parce que il faut comprendre les morphismes dans un espace projectif. Alors, dans un espace projectif ici, il faut savoir que le fait que euh, l'ULA soit défini par x0, x1, xn, tu as ici un fibré en droite qu'on appelle line bundle ou bien invertible shift, Pn de 1. Ça s'appelle tautological line bundle, qui est toujours dans celui-ci. Et pour définir un morphisme d'un espace projectif, il faut s'assurer que les propriétés ce morphisme doit conserver les propriétés. Et les propriétés qui sont là, c'est quoi? Comme ici, il y a un line bundle qui est là, il doit y avoir aussi un line bundle ici. Et le line bundle qui est ici va correspondre à un certain L. Donc, a morphism to a projective space is equivalent to
defining a line bundle, donc c'est équivalent à définir un, ou bien or une invertible shift, donc un chiffre, un faisceau inversible, ici, qui va correspondre à celui qui est là. Et ici, lui, il est engendré par x0 jusqu'à xn. Et ici aussi, il doit avoir des sections S0 jusqu'à Sn, qui seront des sections qui vont engendrer celui qui est ici, en fait. Donc, un morphisme de là est équivalent à l'ensemble où il y a L, un fibre en droite, avec les SI, tels que les SI qui sont là engendrent les SI qui sont ici plutôt sont des sections sur voilà, sont des sections sur le L qui est ici qui engendrent l'ensemble des sections en fait. H0 de Y comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, lui, il est isomorphe à ça en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important que je voulais signifier. Euh, je pense que ça ne serait pas intéressant que je continue parce que comme ça est déjà très lourd, surtout pour les gens qui ne travaillent pas en géométrie algébrique en ce moment, s'ils sont déjà en train d'être énervés. Mais mon objectif était, peut-être que dans l'une des vidéos prochaines, je vais définir un foncteur qu'on va appeler un foncteur de Hilbert. Et ça sera un foncteur qui sera noté comme ceci. Et ce foncteur va dépendre pour tout objet, donc partira toujours de la catégorie des schémas, hop, peut-être indexé par un certain S ici, dans 7. Et nous allons prendre, pour tout Y ici, nous allons avoir une vue particulière sur les fibres. C'est-à-dire que nous allons essayer un peu de... il y a certaines propriétés qui doivent être conservées sur les fibres. Et la propriété va être... il y a un invariant qu'on appelle en géométrie algébrique Hilbert Hilbert polynomial, dans le polynôme de Hilbert. Et donc, le polynôme de Hilbert doit être conservé sur les fibres. Et dans ces conditions, on parlera euh, de flat. C'est-à-dire qu'un morphisme est plat lorsque le polynôme, bon, c'est une conséquence, hein, pour un morphisme plat, un morphisme est plat lorsque le tore s'annule, hein, pour tout i supérieur à 0. Ou encore le foncteur produit tensoriel est exact. Mais la conséquence de ça, c'est que il y a le polynôme de Hilbert est invariant sur les fibres. Donc ici, il est indexé par un polynôme de Hilbert ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle par le foncteur de Hilbert. Et ce foncteur de Hilbert-là est représenté par un schéma qu'on appelle le schéma de Hilbert, qui va être noté Hilb, P ici. Voilà. Hilbert scheme. Voilà. Et donc, c'est très intéressant ici de, de voir l'importance que la représentabilité des foncteurs peut avoir. Et ça, c'est un objet qui est extrêmement important pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin en théorie de déformation. Voilà. Bon, c'était juste un passage par là. Mais en fait, pourquoi j'ai parlé des foncteurs représentables? J'ai parlé des foncteurs représentables parce qu'en fait, dans notre prochaine leçon, euh, dans notre vidéo prochaine, nous allons revenir en algèbre homologique, hein. On va quitter un peu la géométrie algébrique. Nous allons parler du lemme de Yoneda. Lemme de Yoneda. Et lemme de Yoneda nous dit la chose suivante. Si nous avons un foncteur contravariant qui va de C op à 7, et si nous avons un objet X ici de C, alors « » « » 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
de Hx à F est isomorphe à f de x, en fait. Ça, c'est Yoneda qui nous dit ça. Et donc, ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo est de faire la preuve de ça et d'expliquer ça et de faire la preuve. Ça, c'est la vidéo prochaine. Bien, je pense qu'on va s'arrêter par ici. On a beaucoup parlé. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.